Madame, Monsieur, bonsoir. Avalanche de fake news sur le Maroc et le rôle des médias pour contrer efficacement le phénomène et préserver la cohésion sociale et la démocratie. C'est le sujet de notre débat ce soir. Avec une moyenne d'une fake news tous les 2 jours, le Maroc est le 3e pays le plus ciblé par les fausses informations dans le monde arabe, juste derrière 2 pays en guerre, à savoir la Palestine et le Yémen. C'est selon l'indice mensuel de la plateforme de lutte contre les fausses informations, Mizbar. Exemple frappant, cette fake news qui a fait tache d'huile sur les réseaux sociaux et qui a été largement relayée par les médias algériens notamment, des soldats marocains qui feraient la guerre contre les Gazaouis aux côtés de l'armée israélienne. Et ce n'est pas un événement isolé puisque c'est une véritable campagne de désinformation qui cible le royaume et ses internautes, bien naturellement. Nous plongerons ce soir dans cet univers algorithmique dont les ondes de choc peuvent déstabiliser la société et créer un climat anxieux servant des agendas de moins en moins cachés. Les méthodes de guerre ont muté vers l'hybride et le champ de bataille, bien que virtuel, ces impacts, eux, sont bien réels et instantanés, se traduisant par une polarisation sociale et politique de la société et une défiance envers nous, les médias et les institutions. En parlant de médias, le très réputé Reuters Institute for the Study of Journalism a rendu public son baromètre annuel de l'actualité numérique. Il en ressort des chiffres à consulter de très près. Pour le Maroc, par exemple, l'étude révèle que le tiers seulement des Marocains font confiance aux sources d'information. Certains médias se démarquent, cela dit, selon toujours le Reuters Institute, mais Dien TV est la source d'information la plus crédible parmi les 16 principaux supports marocains cités. En chiffres, et vous le voyez sur votre écran, 68% de l'opinion publique fait confiance à notre chaîne. Pourquoi? Et pour rester dans notre objectivité qui nous a entre autres valu cette distinction, quelle est la méthodologie adoptée par les auteurs du rapport? Eh bien, nous avons aujourd'hui avec nous ce soir l'auteur du chapitre marocain du rapport sur le numérique de l'Institut de recherche Reuters. Il se joint à nous depuis Ifrane. Imro El-Qais Talha Jibril, bonsoir. Merci de vous joindre à nous et de répondre surtout à nos questions ce soir. Bonsoir Khadija, merci beaucoup encore une fois pour l'invitation et je serai ravi de partager avec vous un peu sur la question de la méthodologie. Est-ce que j'y vais maintenant ou est-ce que je laisse la parole? Je présente mes autres invités si vous le permettez. Merci. Et avec moi sur le plateau, et un plaisir renouvelé de l'accueillir et qu'on ne présente plus, c'est Aziz Daouda, bonsoir. Bonsoir Khadija, merci de m'inviter. Merci à vous de répondre à nos questions et de répondre toujours présent à nos invitations. C'est toujours très enrichissant d'échanger avec vous sur tellement de sujets d'actualité. Et bien sûr, nous parlons de médias, nous parlons de fake news. On ne peut pas ne pas inviter sur le plateau un journaliste, et d'autant plus qu'il est en plus spécialiste en relations publiques, Bachir Thiam. Bonsoir. Bonsoir Khadija. Si Daouda, bonsoir. Bonsoir aussi à Jibril qui est à Ifrane, c'est ça? C'est à Ifrane, oui, il est à Ifrane avec nous. Et d'ailleurs, on va peut-être commencer avec vous sur cette étude. Alors, le Maroc fait partie, bien sûr, de 47 pays qui sont concernés par cette étude qui est du Reuters Institute for Digital Media. Et donc, chaque année, il sort ce rapport où il y a certains chiffres vraiment à relever. Quelle est la méthodologie qui a été adoptée, Imro El-Qais Talha Jibril? Alors, premièrement, encore une fois, merci Khadija pour cette invitation. Déjà, je voudrais féliciter peut-être Média TV on va dire, ayant le meilleur score par rapport à la crédibilité. Donc, je pense que c'est un gage de succès de votre chaîne, de vos médias et de votre crédibilité de façon générale. Donc, je pense que c'est une très bonne chose qu'on devrait quand même vous féliciter. Et c'est un honneur justement d'être encore une fois parmi vous pour parler de ça et de ce rapport. En ce qui concerne la méthodologie, en fait, ça a été une méthodologie on va dire digitale, dans le sens où il y a eu 2000 personnes qui ont fait partie de ce survey. Donc en gros, c'était un questionnaire
distribués de façon en ligne. Donc forcément, il n'y a pas forcément une représentativité complète des Marocains, mais c'est un sample qui est assez grand, on parle de 2000 personnes, qui a été conçu en collaboration avec Reuters et l'Université d'Oxford, dont l'Institut de journalisme de l'Université d'Oxford. Et en fait, donc on a pu intervenir, j'ai pu personnellement intervenir par rapport au questionnaire, mais aussi par rapport à la liste des médias et bien sûr l'analyse des données. Le questionnaire en soi a été distribué par YouGov d'une façon complètement en ligne, mais avec un respect par exemple de parité homme-femme et la parité en termes d'âge, de niveau socio-économique, etc. Donc, on va dire d'une façon, ayant travaillé sur les questionnaires à large échelle, ça respecte la méthodologie de questionnaire de façon large. Si mais qu'est-ce qui a valu justement à Média TV, si on devait parler de méthodologie sur l'aspect critère, qu'est-ce qui a valu à Média TV cette part importante de confiance? Quand je dis Média TV, bien sûr, je n'exclus pas Média Radio, les deux, on a 68 et 65%, comme on vient de le voir, mais quels sont les critères sur lesquels vous êtes basés pour établir ces pourcentages de confiance, c'est très important, des Marocains envers des sources d'information? En fait, ce questionnaire, en fait, de façon large, est un questionnaire de perception. Donc, ce n'est pas un questionnaire, on va dire. Reuters ne cherche pas à déterminer la crédibilité ou pas d'un média, mais cherche à comprendre l'utilisateur, des end-users, qu'est-ce qu'ils en pensent de certains médias par rapport à d'autres. Donc, par exemple, on demande la question, quels sont les médias que vous consultez de façon hebdomadaire? Ouais, il y a plusieurs détails, plusieurs questionnements qui suivent, mais à la fin, il y a plusieurs façons de demander la question de est-ce que vous faites confiance par rapport à l'aspect politique, à l'aspect économique, de façon générale. Donc, et bien sûr, comme vous avez précisé, Média Radio est très bien classé aussi, en sachant, mais en vue que l'utilisation grandissante, ou plutôt très large, de la télévision au Maroc, Média TV justement est venue première grâce à ce critère-là, parce que les Marocains regardent les médias télévisés de façon très spécifique et font confiance à ce média plus spécifiquement parce qu'ils pensent qu'il est plus régulé, parce qu'il y a des raisons qui ont été mentionnées par rapport à pourquoi vous faites confiance à ça. Et justement, la raison primaire était par rapport au fait qu'on voit ce secteur comme étant très bien régulé, contrairement aux réseaux sociaux, contrairement à d'autres types de médias. Alors, c'est intéressant, vous parlez d'autres types de médias, alors que pour beaucoup, eh bien, la télé de plus en plus dépassée, obsolète face au digital, etc. Mais là, on voit que, bon, effectivement, 79% des personnes sondées checkent leurs informations en ligne, dont 60% sur les réseaux sociaux, et la télé, quand même, s'accapare une bonne part, 41%. C'est quand même un chiffre qui m'a interpellée. Oui, en fait, au niveau du questionnaire, en fait, quand vous dites 41%, en fait, c'est un mix. Donc, en fait, les gens qui consultent et regardent la télé ne font pas que regarder la télé. Ils peuvent aussi consulter les réseaux sociaux, ils peuvent aussi consulter la presse écrite, les sites web médiatiques, etc. Donc, mais on va dire dans la part du mix médiatique, la télé garde toujours quand même une place importante chez les Marocains. Et peut-être on peut dire qu'il y a un retour vers les bases, comme il y a eu un retour vers la base des radios. Par exemple, quand la télé a été créée comme médium, en fait, on croyait que la radio allait complètement disparaître et ce n'était pas le cas. À chaque fois qu'il y a une avancée technologique, on pense que les technologies d'avant vont être obsolètes. Mais on voit clairement qu'il y a une préférence pour les médias traditionnels en vue de leur régularité, en vue de leur crédibilité. Mais bien sûr, il y a des différences entre différents types de médias, mais voilà, c'est ça les raisons principales. Donc les médias, en gros, spécifiquement télé, font partie d'un mix et on essaie de trianguler l'information en regardant justement l'information au niveau de la télé. Pourquoi ? Alors là, la question, elle est ouverte à tous mes invités, parce que c'est un des fruits de ce rapport. La confiance globale dans les sources d'information au Maroc est très faible. Seulement un Marocain, une Marocaine sur 3 fait confiance aux médias aujourd'hui. Pourquoi? Aziz Daouda?
D'abord, félicitations à Khadija, à vous et à toute l'équipe. Mais à vous aussi, parce que vous faites partie de nos chers analystes qui viennent sur ce plateau. Aux auditeurs et aux téléspectateurs de Médiane TV. Je suis consommateur de Médiane TV, je ne suis pas le seul. Et Dieu sait qu'aujourd'hui, dès qu'il y a une information ou dès qu'il y a quelque chose qui circule, on va aller tout d'abord dans les réseaux sociaux parce que c'est plus instantané, parce qu'on recherche quand même une certaine instantanéité dans l'information. Mais très vite, pour la crédibilité, on va aller vers un média plus sûr, pour lequel on a une estime. Voilà, parce qu'en fait, c'est une relation de confiance. Bon, maintenant, par rapport à votre question, toute la problématique, c'est qu'on n'arrive pas à faire la différence entre la crédibilité d'une information et sa véracité. Et des fois, la façon même de présenter une information vraie lui fait perdre de la crédibilité. Et du coup, il y a une suspicion qui s'installe. Et qui peut gonfler aussi par les réseaux sociaux, par les points de vue que chacun ou chacune va exprimer autour de cette information, et qui va lui faire perdre sa valeur informative. Alors, du coup, quelque chose qui pouvait être une information très sérieuse, qui a de toute façon un impact sur les citoyens que nous sommes, qu'elle soit politique, économique ou autre, ou culturelle, se trouve dénudée de tout effet parce que malheureusement, l'habillage qui est fait de cette information lui fait perdre de sa crédibilité. Alors qu'elle est vraie, c'est une bonne information qui est vraie, mais la façon de la présenter, des fois, n'est pas à la hauteur de ce qu'on veut faire, du message qu'on veut faire passer. Je pense qu'il y a aussi une certaine façon de servir l'information à l'auditeur ou au téléspectateur qui ne tient pas compte véritablement des besoins de ce spectateur et du langage et du narratif qu'il veut écouter. Le narratif est extrêmement important. Il y a des informations qui sont rapportées de la même façon depuis très longtemps déjà. C'est-à-dire qu'on peut même deviner et imaginer le langage qui va être utilisé quand il s'agit d'une information. Et le narratif est extrêmement important. Il ne s'est pas adapté, enfin, à mon humble avis, au langage des jeunes, par exemple, à la façon dont les jeunes consomment l'information, par exemple. Oui, tout le monde acquiesce, tout le monde est d'accord avec vous, tant mieux. Alors, justement, puisqu'on parle de perception, parce que généralement, ce genre d'enquête, et ça a été dit à très juste titre par Mro El-Qais Al-Hajbril, c'est de la perception. Vous avez, Bachir Thiam, exercé ce métier de journaliste depuis quelques années maintenant. Quelques décennies peut-être. Quelques années, quelques décennies peut-être. Quelques années, c'est pas grave. Mais en tout cas, selon votre perception, est-ce que cette perte de confiance est légitime ? Ou on va tout mettre sur, ah ben voilà, c'est les réseaux sociaux, etc. Ouais, peut-être, il n'y a peut-être même pas perte de confiance, hein. Peut-être pas. C'est juste, aujourd'hui, il n'y a plus de monopole. On reprend les choses à la base. Oui. À l'origine, il n'y avait que vous, nous, journalistes, qui avions accès à l'information et qui donnons l'information. C'était que ça. Donc c'était up, down. Aujourd'hui, ce qui a changé, ce n'est pas qu'ils n'ont pas confiance. C'est que comme vous et comme moi, ils ont accès à l'information. C'est simplement ça. Maintenant, quelle information à laquelle on a accès et eux, ils ont accès. Oui. Ce que M. Daouda disait tout à l'heure, en faisant allusion à même pouvoir anticiper ce qui va sortir comme information par rapport à un événement, c'est que ça veut dire que c'est écrit d'avance, on le savait. Parce que c'est un style, c'est une méthode, c'est un processus et qui va arriver. Donc c'était de haut en bas et ça va venir comme ça et c'est dispatché. Aujourd'hui, tout le monde a accès à la même information au même moment. Avant, il fallait attendre que la télévision se mette en marche à 17h ou à 19h ou à 20h, selon le journal, pour que tout le monde se mette face à la télévision, regarder et écouter religieusement Khadija, qu'est-ce qu'il va nous dire. Et tout ce qu'elle va nous dire ce soir-là, on va dire juste amen et on part. Aujourd'hui, non. On n'attend plus Khadija, on n'attend plus personne. Tout le monde a accès, tout le monde peut commenter, peut interpréter, peut traduire son information. C'est ça le danger. Donc la perception, elle change selon, justement, que, effectivement, M. Daouda rappelait tout à l'heure qu'on accède à l'info, on a tous là, après on peut aller chercher la véracité ou la crédibilité de cette information en disant je vais aller quand même vers une source plus officielle en général. Ce qu'on disait, officielle, c'est-à-dire qu'il faut que ça soit Médiane TV ou 2M pour RTM, pour ne pas citer tout le monde, ou Radio
Mars, etc., etc. Donc, il faut aller vers toutes ces sources-là, supposées officielles ou en tout cas sérieuses ou crédibles pour aller vérifier. Mais le fait d'accéder, donc, on est tous au même point de départ finalement, quand on a tous accès à l'information au même moment, en tout lieu. C'est ça qui a changé, je crois. Donc la perception peut varier selon qu'on est encore plutôt, allez, on va dire classique. On n'a pas besoin d'aller surfer sur tous les sites pour accéder. On va dire, bon, j'attends le 20h et puis voilà, quoi, ça, je consomme. Ça reste effectivement un phénomène qui est d'actualité aussi, où on attend aussi le grand journal du soir pour avoir vraiment une idée très holistique de l'actualité de la journée. Je me tourne vers mon troisième invité. Je vais reformuler peut-être la question par rapport à la confiance. Sur la base du classement du Maroc, 38e sur 47 pays interrogés, en termes de confiance dans les médias, pourquoi, selon vous, est-ce juste un phénomène éphémère ? Alors, en tout cas, on ne peut pas vraiment parler si c'est éphémère ou pas, parce que en fait, cette étude, c'est la première fois que le Maroc, justement, fait partie de cette étude-là. Donc, on n'a pas eu vraiment une perception par rapport à ce que ces niveaux de confiance ont pu augmenter ou pas à travers les années. Par contre, on peut voir ça par rapport à des pays comme le Nigeria, le Kenya, l'Afrique du Sud, où la confiance dans les médias a augmenté, en fait. Bien sûr, il y a plusieurs raisons qui expliquent ça. Donc, moi, j'attends de voir justement dans un an, est-ce que les perceptions ont changé, est-ce que la confiance a changé ou pas. Mais ce que je voulais justement, on va dire, mettre en exergue quelques chiffres clés qui sont ressortis de l'étude. Et en fait, il y a un problème au niveau des business plans, en fait, des entreprises médiatiques. Bien sûr, c'est un phénomène mondial. Les gens ne veulent pas vraiment payer pour leurs news. Et en fait, au Maroc, on remarque qu'à peu près 1 Marocain sur 10 paye ces news. Et en fait, il y a une corrélation au niveau de l'âge. Donc, plus vous êtes âgé, plus vous êtes apte à vouloir payer. En sachant que même il y a un aspect même genré à ce niveau-là, ça veut dire que les femmes sont un peu plus aptes à payer, elles ont une volonté à payer plus que les hommes. Je ne sais pas exactement ce qui explique ça, mais en tout cas c'est le cas du Maroc. Et en fait, 10% des Marocains disent qu'ils payent pour les infos, mais il y a 20 à 25% qui disent qu'ils seront prêts à payer. Donc en fait, je trouve que les entreprises médiatiques pour l'instant au Maroc ne capturent pas cette catégorie de personnes qui veulent payer pour des infos, pour avoir des choses plus crédibles. Et justement, elles ne trouvent pas la valeur ajoutée. Et je pense que c'est dû à 2 choses spécifiquement. Le manque de journalisme d'investigation de qualité et de 2, le manque de journalisme de proximité. Ça veut dire que je suis à Ifrane, en fait, je voudrais bien avoir accès à des infos qui sont spécifiques à Ifrane. Ça, c'est 2 choses qui sont en manque au Maroc et peut-être qu'on pourrait y revenir après. Alors, ce qui est intéressant, et cela va nous mener à notre sujet principal ce soir, c'est qu'il y a effectivement, on les voit, il y a des médias locaux, mais que valent ces médias ? Que valent les informations que ces médias véhiculent ? Et pour certains, eh bien, c'est le piège de la fausse information. Cette transition, aussi compliquée soit-elle, nous fait justement... Non, parce que, effectivement, aujourd'hui, il n'y a pas de filtre. Tous les médias publient ce qu'ils veulent, surtout sur le digital. Et certains médias ne prennent pas la peine de faire le travail journalistique comme il se doit pour vérifier la véracité, comme vous le disiez tout à l'heure, Sidaouda, la véracité de l'information. Si on allait à la source... Pourquoi aujourd'hui un pays comme le Maroc est autant ciblé par des fausses informations ? Oui, je voudrais juste rebondir un peu sur la question de la confiance parce qu'elle a une explication peut-être culturelle. À l'origine, la presse au Maroc se scindait en 2 clans distincts. L'information officielle, qui émanait des organes de l'État, qui était à l'époque la radio puis la télévision et l'agence MAP, et les autres organes qui, généralement, étaient des organes partisans de l'opposition. Oui. Et donc, les uns disaient une chose, les autres on disait le contraire. Ou même quand il s'agissait d'une information dans une véracité, disons, avérée, claire et nette pour tout le monde, l'interprétation qui en était faite d'un côté ou de l'autre faisait que
Certains étaient pour ce clan et d'autres étaient pour d'autres, ouais. mais la majorité lisait beaucoup plus la presse partisane et donc était plus enclin à ne pas accepter le narratif, encore une fois, de l'officier. Et donc, cette question de confiance va peut-être se poser encore pendant un certain temps, parce qu'aujourd'hui, on n'est pas sorti, justement, comme je le disais tout à l'heure, du narratif qu'on utilise dans l'information. Oui. Bon, maintenant, pour ce qui est de pourquoi le Maroc est ciblé, d'abord, la situation géographique du pays, qui fait qu'aujourd'hui, il est en difficulté avec le voisinage, fait que il y a des choses qui circulent, des choses qu'on dit, des choses qu'on ne dit pas, et surtout carrément une agence nationale qui est dédiée à véhiculer des fake news à propos du Maroc, qui va même des fois s'inspirer d'images nationales, d'images des médias marocains, pour ensuite les interpréter à sa façon et diffuser une information telle qu'elle l'a conçue, elle. C'est qu'en fait, ça n'est pas de l'information, c'est de la propagande. C'est-à-dire, à partir d'une image... Quelle est la différence? Quelle est la nuance entre ces fausses informations et propagande? Alors, l'information est quelque chose qui part du terrain, qui part d'un fait vérifié et vérifiable. La propagande peut partir de l'imaginaire de quelqu'un ou d'une institution qui peut imaginer et créer une information et faire croire que cette information est véritable. Par exemple, l'exemple le plus flagrant, c'était pendant le changement de régime en Roumanie, quand les médias du monde ont fait véhiculer des images et de l'information comme quoi il y avait eu un massacre dans une ville qui était à 600 km de Bucarest, qui était Timișoara. On avait dit que l'armée avait procédé à un massacre de la population, avec des images. Vous voyez, c'est de la propagande, parce que ce fait n'a jamais été vérifié, il n'a jamais existé. Oui. Par la suite, même les grands médias vont reconnaître qu'ils se sont fait avoir dans cette affaire. Exact. Vous voyez, ça c'est de la propagande. Et Dieu sait que le Maroc est victime justement de ça, qu'à côté, il y a une agence qui s'est spécialisée dans cette voie-là et qui, tous les jours, a une production quasiment qui représente jusqu'à 80% de sa production journalière consacrée au Maroc, avec justement de la fausse information ou de la propagande carrément. Oui. Pour partager cet avis, est-ce que... Parce que, bien sûr, ce sont des fake news. Oui, c'est de fausses informations. Mais c'est des informations. Par exemple, prenons l'exemple de celle que j'ai citée dans mon préambule. On parle de soldats marocains qui se sont joints au rang du Tsahal, de l'armée israélienne, pour combattre à Gaza. Et on a même sorti des photos. Ouais, mais ceci a été relayé par des Marocains aussi sur les réseaux sociaux avant que ce ne soit repris par les médias algériens. Donc, il y a une question à se poser de notre consommation finalement, Bachir Thiam, de ces informations, et d'être, comme vous le disiez, c'est vrai, d'être aussi acteur de l'information. En fait, tout le monde peut être journaliste. Tout le monde l'est d'ailleurs, parce qu'il n'y a plus de filtre. Oui. Ça ne demande ni la carte de presse, ni une formation à la base et tout ça. Il n'y a plus de filtre, tout le monde a accès à l'information. C'est-à-dire que dès lors que tu as un smartphone à la main, tu peux filmer, donc ça fait un document d'information. Tu peux photographier, ça fait un document d'information. Tu peux enregistrer, tu peux écrire, etc. etc. Donc tu peux partager sur tes réseaux sociaux, donc tu diffuses en même temps. Donc tu fais le travail de journaliste, sans que tu le sois. Et sans le savoir souvent. C'est ça le drame, parce qu'en reprenant cette information, enfin, qui est fake news, bien évidemment, que des soldats marocains. Moi, j'en ai discuté de façon très privée d'ailleurs avec quelqu'un de proche qui me dit « t'as vu, ils ont sorti ça ?» Mais cette personne a cru que c'est vrai. Il me demandait mon avis, quoi. Il me dit « mais ouais, elle ne doutait pas que c'est du fake. » Je dis « écoute, on va faire simple. Tu ne vas pas vérifier chez les médias marocains, mais va sur les médias internationaux dans lesquels tu as confiance, tu vérifies. Si c'était avéré, tu vas voir que Le Monde ou Libération ne se gênerait pas ou de mettre ça à la une, quoi, si ça existait. Donc c'est comme ça, mais ça c'est seulement quand tu discutes avec quelqu'un de manière privée, personnelle, tu peux convaincre. Mais si on est des millions à y croire, ou à le reprendre, ou en tout cas à le relayer de manière souvent irréfléchie, parce que souvent on partage des documents, des vidéos, mais sans savoir qu'on est en train de justement alimenter cette fake news, quoi, cette fausse information. On est en train de la faire vivre, au fait. Exact. Juste le fait de la partager, parce qu'on n'a pas les outils,
On n'est pas formé non plus pour dire stop, quoi. On est où? Parce qu'au fait... Ah, donc c'est une question aussi de formation, c'est-à-dire... Oui, que ça. Parce que ce qui nous pose problème aujourd'hui, l'accès, de toute façon, c'est inévitable. Tout le monde a accès à l'info. L'information, tout le monde y accède. Maintenant, si tu n'as pas de formation de base pour gérer cette information, pour la diffuser, la commenter ou en tout cas la développer, tu peux toujours aller de travers dans ta démarche. En quoi faisant? En partageant simplement avec ton réseau. Comment peut-on former des individus à analyser de manière critique les sources d'information pour être réaliste? Ah ben, je pense c'est très compliqué. Ouais, je pense qu'il n'y a pas d'école populaire où on pourrait former tout le monde à ce métier-là. Les former, c'est de poser le débat en ces termes clairs, parce que le journalisme ou la communication, c'est un métier. C'est un métier, donc il faut qu'on s'entende, quoi. C'est un métier. Ouais. Par contre, celui qui a son smartphone, qui filme ou qui photographie, il doit savoir qu'il n'est pas dans ce rôle de partager ni de diffuser de l'information. Oui. Au-delà de son cercle privé, quoi. Oui. Mais sinon, parmi les stratégies de lutte contre les fake news, parce que là, vous vous êtes attaqué à comment lutter contre les fake news, Bachir Thiam, Qaïs, vous êtes justement chercheur, et est-ce que l'idée d'éduquer à l'analyse critique peut être... est-ce que d'autres pays, par exemple, pas le Maroc, ont réussi à éduquer leur population à consommer plus intelligemment les informations qu'elles reçoivent sur leur smartphone? Oui, d'ailleurs, c'est le cas et ça c'est ressorti dans le rapport. C'est les pays nordiques qui d'ailleurs ont un pourcentage très élevé de souscripteurs ou de gens qui payent pour leurs infos. Alors, on appelle ça la littératie médiatique, media literacy. Et en fait, c'est quelque chose qui est implémenté dans un nombre de pays et c'est justement des curriculums de pensée critique, de savoir trianguler les sources et de comprendre quelles sont les sources officielles par rapport à d'autres sources qui ne le sont pas. Et justement, c'est quelque chose qui se fait dans d'autres pays. Donc, je pense qu'il faut juste peut-être concevoir un curriculum dès le jeune âge, parce que voilà, on est plus prône, maintenant la génération qui est plus prône à utiliser les réseaux sociaux, on parle de plus de 80% entre les 18 et 24 ans, et qui d'ailleurs ne veulent pas payer pour leurs infos. Ils sont catégoriques. Donc, au Maroc, c'est les gens qui se sont habitués à payer, à acheter le journal physique, en fait, qui maintenant sont plus aptes à payer pour leurs informations. Et plus on descend dans l'âge, plus c'est pas le cas. En fait, c'est une génération qui est montée, qui a connu le partage des réseaux sociaux, la gratuité dans l'accès à l'information, l'information, on va dire, rapide. Quand je pense à X, je pense à Facebook, etc., c'est l'information du citoyen, journaliste citoyen. Donc, une fois qu'on est habitué à un produit gratuit, on n'est pas apte à comprendre, on va dire, la valeur ajoutée à payer pour un média. Donc oui, on peut faire ça. Vous avez parlé d'alphabétisation, c'est-à-dire la media literacy, c'est de l'alphabétisation finalement. C'est comme si on va donner des cours d'alphabétisation aux médias, aux internautes. Est-ce que c'est le rôle de qui finalement? Alors c'est une bonne question. Alors moi je pense que c'est un consortium d'acteurs. Je pense que les médias eux-mêmes peuvent générer des idées par rapport à l'éducation du public parce qu'ils ont quand même l'accès au public. Donc ils peuvent dire voilà notre méthodologie, une transparence par rapport à certaines sources, etc. Je pense que c'est le rôle de l'éducation de façon générale, l'éducation nationale. Et bien sûr, c'est le rôle aussi des influenceurs, des youtubeurs. D'ailleurs, je voulais parler de ça dans le sens où il n'y a pas de connexion. Il n'y a pas de connexion maintenant. Par exemple, si on prend cette émission, c'est pas pour critiquer quoi que ce soit, mais en fait, on ne voit pas de connexion directe entre les influenceurs, les youtubeurs, avec une certaine crédibilité, et les médias, on va dire, dits traditionnels. J'ai une bonne idée on va dire, un bon nombre de youtubeurs qui ont une certaine crédibilité, qui font un travail d'investigation. Mais cette connexion entre les médias traditionnels et ces youtubeurs qui sont dans l'éducation, parce que d'ailleurs les Marocains ont répondu au niveau du questionnaire comme quoi ils ne cherchaient pas que l'information, ils cherchaient à être
à comprendre, avoir un feedback, avoir les nuances de l'information. D'ailleurs, le monsieur l'a mentionné, avant on avait la presse partisane. C'est plus le cas. La presse partisane n'est plus aussi forte dans ce sens. Et il faudrait qu'il y ait un débat politique déjà existant pour qu'il y ait une presse partisane. Déjà, le débat politique, il est ce qu'il est aujourd'hui. Justement, les partis politiques, ayant fait des études par rapport aux confiances sur les partis politiques, c'est la catégorie, on va dire, auquel les Marocains le font le moins confiance, donc encore moins peut-être leur presse. Et ça, c'est voilà, par rapport aux institutions élues. Encore une fois, même l'éducation et la santé. Donc, mais ce n'est pas le sujet d'aujourd'hui. En tout cas, ce que je voulais dire, c'est qu'on doit chercher des innovations par rapport au partage d'informations et faire comprendre que acheter ou souscrire est une bonne chose. Encore une fois, je reviens au business plan. Il n'y a pas ce qu'on appelle les bundle packages que font, par exemple, Washington Post, New York Times ou autres médias français, espagnols, etc., où vous pouvez souscrire pour juste $1, €1. Dans la plupart des médias qui ont des paywalls au Maroc, en fait, les prix sont quand même assez hauts. Et je dirais qu'une des solutions par rapport à ça, c'est au lieu de subventionner le journal lui-même, donner la subvention au lecteur. Et le lecteur va choisir. Et ça, on va laisser le libre marché réguler et envoyer, on va dire, les dollars ou les dirhams vers les médias qui ont le plus de crédibilité et renforcer un peu leurs moyens financiers. Donc ça, c'est ma proposition par rapport à ça. Peut-être c'est un peu trop avancé par rapport aux recommandations, mais je voulais quand même dire ça quand même. Et peut-être une dernière chose par rapport à ça. On a la loi 3113 par rapport à l'accès à l'information. Il y a une section qui parle spécifiquement de la publication proactive. On peut très bien éviter les fake news au Maroc si toutes les institutions avaient un système rodé de publier l'information officielle au bout de 24 heures au niveau de leur site. Ça, c'est une façon très directe de combattre les fake news au Maroc. Parce que si vous appelez... C'est la loi, vous voulez dire, c'est des lois qui soient punitives mais elles existent déjà au Maroc. Alors, dans le cas de la loi 3113, on dit la publication proactive, qadr al-imkan, donc dans la mesure du possible. Dans la mesure du possible, voilà, c'est ça. Donc, mais est-ce que vous pensez à qadr al-imkan quand on a en face, et là, je pense que vous connaissez très bien le sujet, si Daouda aussi, je vais l'interpeller, on a une plateforme qui s'appelle X aujourd'hui. Comment vérifier, pas la véracité de l'information, mais déjà la véracité de la personne? Est-ce que c'est une personne ou c'est un robot? Ok, c'était intéressant parce que j'ai continué à chercher sur le sujet, ce que Musk fait au niveau de Twitter. En fait, déjà maintenant, si vous remarquez au niveau de X, il y a une fois qu'il y a une information qui n'est pas forcément, on va dire qu'il y a un doute par rapport à ça, il y a une sorte d'addendum par rapport à chaque information pour dire, voilà, cette information n'est pas... Ils utilisent justement l'intelligence artificielle pour corroborer et savoir que si l'information est exacte ou pas. Donc déjà, X par rapport à ça, ils ont, on va dire, élargi le champ de la liberté d'expression parce que c'était une des problématiques que Elon Musk a essayé de changer, même s'il est rentré dans, on va dire dans un débat politique en essayant de faire ça, mais n'empêche, ils ont développé des outils et maintenant ils font des security checks. D'ailleurs, le Blue Mark et le paiement de Blue Mark, c'était pour combattre le nombre de bots qu'il y avait sur la plateforme. Donc, je trouve qu'ils font quand même un travail qui est assez intéressant et qui va dans le bon sens, en tout cas en ce qui concerne X. Oui. Est-ce qu'il va dans le sens de remplacer les médias traditionnels? Écoute, je ne pense pas qu'il y aura un remplacement des médias traditionnels, mais je pense que les médias traditionnels qui font des collaborations avec les médias, on va dire ce qu'on appelle alternatives, mais qui sont quand même au Maroc, YouTube et Instagram, c'est vraiment ce qu'on utilise le plus pour les infos. Et en fait, le taux d'utilisation est plus haut que la télé ou plus haut que la radio, mais n'empêche, on revient vers la radio, on revient vers la télé pour cette crédibilité. Donc, il suffit de réguler justement un type de contenu et donner de la crédibilité à un cadre logique et réglementaire à ces médias pour pouvoir justement faire confiance à influenceurs X et Y autant qu'on fait confiance à un média. Merci encore pour la référence. Aziz Daouda, quand on voit que, effectivement, les Marocains se tournent beaucoup vers Facebook et Instagram, mais on le voit aujourd'hui, X est vraiment une plateforme qui est de plus en plus utilisée par l'internaute marocain
pour avoir l'information, certes, pour la diffuser aussi, mais également pour débattre, et on le voit. Et on sent aussi qu'il y a un vrai intérêt à ce qu'on se tourne plus vers Twitter, anciennement Twitter X, pour avoir ces informations, pour débattre, que sur d'autres plateformes. Est-ce que vous sentez aussi ce switch de paradigme de l'utilisation de l'internaute marocain? D'accord. Mais vous allez me permettre aussi de revenir un peu sur la question de la propagande? Oui. Parce que tout à l'heure, vous avez fait une mention extraordinaire, c'est que des Marocains ont relayé cette information. Oui. Quand vous faites de la propagande, vous avez besoin de relais dans la société. Et en fait, vous visez des gens qui sont prédisposés à recevoir cette information. Exact. Et à lui donner de la crédibilité. Exact. Parce qu'en fait, au départ, l'ampleur, quoi, peut-être. exactement, au départ, non, l'ampleur crée la crédibilité, voilà, parce qu'on dit à tout le monde qu'il a partagé. Il a été partagé 200 000 fois. Donc, ça a toujours été comme ça et de tout temps. Il ne faut pas penser que ces choses-là sont récentes, sont modernes, etc. L'humanité a connu des périodes où il y a eu, dans l'histoire que nous lisons, que nous apprenons, il y a beaucoup de propagande. Des choses qui se sont ancrées, tellement rapportées. Surtout en Afrique. Écoutez, parce que ça n'a pas été écrit par des Africains. Dans 100 ans, juste une petite parenthèse que je ferme vite fait. Parce que ça n'a pas été... C'est pour cela qu'il y a beaucoup de propagande, parce que finalement, ça ne sort pas du pays qui est ciblé par cette propagande. Non, en fait, ça dépend de celui qui l'a sorti. Ça peut sortir de partout, la propagande. Mais bon, il y a des organes, il y a des services de pays qui sont là, spécialisés dans cette chose-là. Là, pour ce qui est du Maroc, nous avons une agence et des services qui se sont spécialisés dans la propagation de fausses informations visant le Maroc. Et c'est clair, et on sait pourquoi. Bon. Au Maroc? Non, à l'extérieur, mais qui peuvent être relayés parce que pourquoi? Vous jouez sur l'affectif des gens. Bon, cette question, par exemple, de Reza, touchait tous les Marocains, etc. On était tous un peu touchés, etc., des images qu'on regardait. Et beaucoup de gens étaient enclins, justement, à aller jusqu'à croire cette propagande. C'est ça, justement, c'est ça la puissance, justement, de la propagande. Bon, à côté, maintenant, pour l'information, il y a deux façons de consommer de l'information. Il y a des gens qui consomment de l'information brute, et qui vont lire des titres, ou regarder une information, mais vraiment sans aucune interprétation. Sans point de vue de qui que ce soit. Donc, je ne sais pas moi, tremblement de terre à Fès, point. Voilà. Tremblement de terre, bombe, explosion, je ne sais quoi, et ça s'arrête là. C'est ça l'information, voilà, vrai. C'est ça, en fait, l'information, et on peut la consommer comme ça à l'état brut. Ouais, et ça suffit. Maintenant, généralement, on cherche tous à se faire un point de vue. Et des fois, on a obligé, justement... C'est ça l'effet, l'impact direct de cette polarisation, Exactement. Cette manipulation. Exactement. Et là, je vais aller lire Bachir. En fait, en lisant Bachir, je m'imprègne de l'idée que Bachir se fait de cette information. Oui. Et en fait, et qui peut devenir la mienne. C'est ça. Et qui peut devenir la mienne. Donc, c'est pour ça que les médias, pour gagner en crédibilité, etc., ont intérêt à choisir leur narratif et à être dans la précision dans l'objectivité maximale. Totale, il n'existe pas, mais maximale. Et c'est ce que c'est de faire certains journalistes qualifiés, professionnels, etc., qui vont interpréter, mais interpréter de la façon la plus objective qui soit. Maintenant, une des problématiques sur laquelle on devrait s'attarder, c'est que pendant très longtemps, on a consommé de l'information au Maroc dans des langues qui n'étaient pas celles du peuple marocain. L'information était en français ou en arabe classique, en arabe littéraire. Et donc, une frange importante de la population était extraite était mise sur le côté et ne consommait pas d'information ou attendait de l'information. On a été jusqu'à rigoler que le jour où il y a eu un téléjournal en Amazigh, on a par ici trouvé des femmes. On raconte ça, mais c'est juste pour un peu mettre amplifier le phénomène et dire que c'était tellement important que ça vienne, parce qu'on a dit que des gens venaient d'apprendre que Mohamed Khamis était décédé. Vous voyez, donc 40 ans après. Vous voyez, c'est pour vous dire que beaucoup de gens se sentaient exclus de l'information. Aujourd'hui, il y a beaucoup de médias qui sont revenus à Darija et qui publient en Darija et qui parlent en Darija et qui servent l'information en Darija. Et ça touche plus de gens. Bon, maintenant, est-ce que ces médias le font de la manière la plus professionnelle qui soit pour rester justement dans l'objectivité, pour rester dans l'information pure et dure, ou est-ce qu'elles n'utilisent pas ça également pour propager une certaine philosophie, une certaine idéologie, une certaine façon de voir la vie? Oui. Donc,
C'est toute la complexité de la chose. Et aujourd'hui, par exemple, nous n'avons pas un journal officiel en Darija. Le journal officiel de 20 heures est un journal en langue littéraire. Est-ce que tous les Marocains comprennent cette langue ou sont enclins à la comprendre ou l'acceptent dans leur quotidien? Et c'est des questions qu'on doit se poser parce qu'elles sont importantes pour l'avenir du pays. Elles sont importantes pour la sérénité, pour la paix, pour le bien-être du citoyen marocain. La cohésion surtout, quoi. La cohésion, c'est ce que ciblent les fausses informations, les fausses nouvelles. C'est une arme, pour reprendre un peu les termes, parce que le Conseil économique, social et environnemental avait dédié justement un avis sur la question des fake news. Et parmi les principales conclusions de ce rapport du CESE, c'est l'utilisation des fake news comme une arme pour semer la discorde, éroder la confiance dans les institutions et en fin de compte menacer la sécurité nationale. Et on l'a vu dans plusieurs pays, et l'impact était vraiment direct finalement. Est-ce qu'il n'y a que le volet éducatif, Bachir Thiam, qui compte? Est-ce qu'il y a une conscience qui commence quand même à se généraliser sur le danger de la fake news? Je ne parle pas dans les pays occidentaux, mais chez nous, au Maroc, dans le reste de l'Afrique aussi. Ouais, je pense que aujourd'hui, on a le choix que de prendre ça à bras le corps. Parce que dans les deux interventions, si Daouda et si Haj, tout à l'heure, disait qu'il ne faut pas attendre 20 heures ou 24 heures plus tard ou le journal de 23 heures pour réagir à une information qui s'attaque au Maroc ou à un pays donné. Pour ceux qui ont voulu faire simple, ils ont dit, écoutez, c'est la rançon du succès, quoi. Bon, le Maroc, aujourd'hui, est arrivé à un niveau peut-être très vulnérable, hein, parce que c'est un pays qui évolue depuis, on va dire, une bonne vingtaine d'années maintenant, qui est sorti de là où il était pour arriver là où il est aujourd'hui et qui aspire encore à plus. Donc pour ça, sa position varie, donc fait des envieux, fait des jaloux, fait des ennemis, forcément. Donc tout ça devait être accompagné justement de cette structuration, en tout cas, ou restructuration de la communication politique, diplomatique et même communication simple du Maroc. Parce que le fait d'attendre qu'on nous rapporte via des sites d'information, bon, on va dire ennemis du Maroc, en tout cas qui ciblent le Maroc, pour dire que voilà, des soldats marocains sont en guerre aux côtés des soldats israéliens contre les Gazaouis ou les Palestiniens, et que ça soit relayé, effectivement, mais ça va être relayé de toute façon. Mais est-ce que ça aussi, le communicant officiel marocain doit attendre que tout ça se propage des jours après ou des heures après pour réagir? M. Daouda parlait d'anticiper, donc de proactivité. Donc on peut anticiper tout ça, parce qu'aujourd'hui, il y a des officinants qui ont pignon sur rue ailleurs, qui ne font que ça. Il l'a dit, il a donné des chiffres. Ben oui. Moi, je ne sais pas, je n'ai pas encore vu, certainement, mais j'en ai lu, j'en ai entendu. De toute façon, c'est organisé, on ne va pas... Oui, c'est organisé, c'est des méthodes technologiques. Ouais. Donc, automatiquement, il y a quand même une structure qui organise tout cela derrière. Ouais, quelqu'un avait Quand on dit que la Russie interfère dans les élections de principaux pays occidentaux, pour ne citer que les États-Unis, et qu'en France, on a évoqué cela, vous vous rendez compte quand même que, même pour la France, on dit que la Russie a sa main un peu main cachée ou pas, sauf que la France dans le processus démocratique. Ouais, la France le dit et se prépare pour aller contre, parce qu'ils ont dit finalement, on est en guerre de communication, donc il nous faut une armée aussi, nous aussi. On ne peut pas attendre qu'on nous attaque. Il faut qu'on ait une armée de communication, pas de communicants, une armée dédiée à la communication. Donc, il peut y avoir des communicants, il peut y avoir des destructeurs. Il y a des plateformes déjà de fact-checking qui sont marocaines. Ça ne suffit pas. Même l'agence principale, aujourd'hui, a un département et une section qui vérifie les informations. Ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas. Non, il faut contre-attaquer. La guerre aussi, il faut aller en attaque. Hein. Oui. Il faut aussi qu'on ait aussi, nous aussi, des fabricants de fausses... Je ne pense pas qu'on reste les bras croisés. Justement, c'est ça. Donc, il faut aller aussi à l'encontre de ceux qui t'attaquent. Oui. C'est comme ça que tu te défends. Comment se défendre contre l'IA? Oula, ça. Bon, mais avant d'arriver là, si vous permettez, au Maroc, il ne faut pas penser qu'on a les bras croisés et que rien ne se fait. Oui. Je ne sais pas, vous le savez certainement, qu'au Maroc, il a été créé un observatoire marocain de lutte contre l'extorsion et la diffamation, l'OMALCED.
J'ai le privilège de siéger dans cette institution. Et nous venons d'ailleurs ce matin de signer une convention avec la Commission nationale de contrôle et de protection des données personnelles. Justement dans le but d'anticiper certaines choses, dans le but d'anticiper, d'étudier, mais aussi de proposer et d'être une force de proposition pour des solutions, pour contrecarrer. Parce que ce genre de propagande, parce que généralement il s'agit de propagande, ne va pas s'arrêter demain. Ça ne se décrète pas. Vous ne pouvez pas décider de mettre fin à ça parce que vous êtes attaqué par ces choses-là. Oui, mais on est attaqué, on est troisième dans le monde arabe. On est juste derrière deux pays qui sont en guerre. Bien sûr. C'est dire, c'est la Palestine et le Yémen. C'est vraiment se dire quand même, il ne vous a pas échappé que le citoyen... Qui mettent le paquet pour... Justement, il ne vous a pas échappé que le citoyen lambda marocain réagit à ces choses-là. Et que beaucoup de Marocains, quand ils se baladent dans les rues de Rabat, vont faire des vidéos de la beauté de Rabat et les diffuser. C'est une façon de répondre à cette propagande. Il est dit ailleurs que les Marocains meurent de faim. Bon, les Marocains vont aller filmer un TGV et il dit regardez. Voilà, il est dit que les Marocains sont dans la misère, etc. Les gens vont vous filmer les rues de Marrakech, les rues d'Agadir, les hôtels, les ceci, les cela, et le luxe des Marocains et la vie au quotidien des Marocains. Donc c'est une réponse. Et en fait, la société elle-même est en train de réagir parce qu'elle se sent attaquée et elle se sent victime de ces choses-là. Il faut l'éduquer et l'outiller. Voilà, exactement. Alors, l'outiller, mais surtout lui donner les moyens. Et lui donner les moyens, c'est lui donner la bonne information à l'instant T. Ne pas attendre le journal de 20 heures pour avoir une information. Quand il y a eu le tremblement de terre du House, beaucoup de gens l'ont appris sur des médias étrangers avant de revenir sur les médias nationaux pour retrouver l'information. Parce que les médias nationaux avaient tardé un peu. Bon, je ne suis pas sûre, cela n'engage que vous, mais là je ne suis pas sûre sur cette information, Sidaouda, parce qu'il y a eu quand même une réactivité des médias nationaux qui ont diffusé cela. Mais à l'instant même, les gens se téléphonaient et cherchaient partout. Quand les gens l'ont ressenti, c'est très simple, ils ont tapé Earthquake à Morocco et Google, il y a une plateforme qui montre effectivement l'activité sismique là ou là, et ils ont screenshoté, ils ont balancé ça sur X, Facebook, etc. Et puis ça s'est diffusé et on l'a su. Mais quand ils ont été sur les radios nationales, sur les télévisions, il n'y avait pas encore l'information. Il y a eu un temps de... Voilà, c'est ce petit temps qui est des fois préjudiciable. Préjudiciable. Et le temps, malheureusement, nous rattrape. Il nous reste 3 minutes. C'est sur cette question d'intelligence artificielle et les deepfakes. On est face à deux phénomènes dangereux. Enfin, l'intelligence artificielle n'est pas en soi dangereuse, mais son utilisation, c'est comme le nucléaire, elle peut générer de l'énergie ou détruire des villes entières. Talha Jibril, comment est-ce qu'on est prêt? Est-ce qu'on est prêt à quoi, madame? Est-ce qu'on est prêt à contrer des deepfakes? Est-ce qu'on est prêt à faire la différence entre un deepfake et une vidéo réelle? Pas du tout. Ça serait ma réponse. En fait, les journalistes actuels devraient justement suivre des formations. Je pense qu'il faut vraiment qu'on... D'ailleurs, vous avez mentionné les fact-checking. En tout cas, de ce que je sais, il n'y a pas de fact-checking indépendant au Maroc, en tout cas financièrement. Donc, il nous faut plus de fact-checkers et justement des fact-checkers qui savent utiliser l'IA pour détecter les deepfakes, les vidéos qui sont là et qui va de plus en plus toucher les Marocains. Il me semble, il y a juste dernièrement que M. Wahbi a mentionné ça au Parlement. Exact. Pourquoi ça allait et que ça allait affecter justement les élections au Maroc. Donc oui, clairement. Exactement. Et je voulais justement revenir sur quelque chose et je pense que c'est bien de le mentionner. Alors, il y a 3 types de fake news, on va dire. Il y a ce qu'on appelle la désinformation, la mésinformation et la malinformation. Le Maroc souffre de la désinformation et de la mésinformation. Et la désinformation, c'est pas quelque chose de nouveau. C'est justement le partage de news qui sont, on va dire, fake, qui sont pas vraies, dans le but de heurter ou de faire du mal à la personne ou le pays en question. Et c'est pas quelque chose de nouveau, c'est juste que les méthodes, elles sont nouvelles. Mais on utilise ça depuis la nuit des temps, ne serait-ce que pour mentionner les affiches que les Américains ont envoyées au Japon pour dissuader les Japonais de combattre auprès du pays contre les Américains. Donc vraiment, c'est pas quelque chose de nouveau. Par contre, les méthodes sont beaucoup plus rapides, beaucoup plus
on va dire, instantané. Et il y a toujours eu, et justement le Maroc, comme a dit monsieur, n'est pas vraiment un pays qui ne fait rien par rapport à ça. Mais pour revenir en ce qui concerne l'IA, on doit justement former, en fait, il n'y a pas vraiment d'école de travail d'investigation. Et d'ailleurs, justement, si on parle d'IA, on travail d'investigation aussi. Donc il faut former des journalistes dans le journalisme d'investigation avec un certain critère, avec une charte, et savoir exactement où sont les lignes rouges, parce qu'il y a quand même un flou par rapport à ça. Et justement, au niveau des formations des journalistes actuels dans les différentes plateformes, en fait, leur donner les outils pour leur former. Ça, c'est un investissement des salles de presse qui doivent investir dans ces journalistes pour pouvoir contrer l'information et avec une rapidité. Et bien sûr, au niveau de l'État, comme la MAP et tout, qui ont fait cette section fake news qui est très très bonne, mais qui manque un peu peut-être de visibilité à ce point-là. Merci beaucoup, Mr. El-Khaïs Talha Djibril, chercheur et cofondateur d'ANK Advisors. Merci d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup. Et d'avoir partagé avec nous cette étude donc, du Reuters Institute. Merci à vous également, c'est Aziz Daouda. Merci beaucoup. Merci, Bachir Thiam. Merci, Khadija. Merci. Bien sûr, le sujet mériterait plus de 52 minutes pour débattre. C'est un sujet quand même qui reste d'actualité. On va certainement y revenir lors de prochaines émissions. Merci à vous de nous avoir suivis. Vérifiez vos informations et puis restez connectés sur Média TV. L'info vraie, objective et surtout précise. Bonne soirée.